Je suis Laurent Souloumiac, je vais passer brièvement sur ce que c'est Global, mais c'est ça Global. Alors là, vous n'avez pas le son, mais c'est ça Global, en gros, en accéléré. Mais je vais quand même décrire un peu ce que c'est en 2 secondes. Je lance tout, voilà, si j'y arrive. Ça tourne dans le vide, c'est bizarre. C'est bon, c'est bon. Alors j'aime pas être dans ce format, mais c'est pas grave. Donc on était au CES, et je vais vous expliquer aussi plus tard pourquoi on était au CES. Donc Global, en 2 mots, hein, ce n'est pas l'objet de mon discours, enfin ce n'était pas l'objet principal, mais c'est quand même intéressant. On est une société lyonnaise, on existe depuis 7 ans, et on a développé un produit en gros, pour faire très simple, et on ne se présente jamais comme ça, de visioconférence, très focalisé sur tout ce qui est classe virtuelle et tout ce qui est agence virtuelle. Et qu'est-ce que c'est agence virtuelle? C'est la relation conseiller-client. C'est là où on a des grands comptes, classe virtuelle et agence virtuelle. On travaille avec beaucoup de banques et d'assurances, enfin beaucoup avec des banques et des assurances. Voilà. On est encore une start-up en devenir, hein, c'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de travail pour être très rentable, énorme, couvrir le monde, etc. etc. On a, ceci étant dit, on a quand même quelques points forts par rapport à d'autres solutions. Donc j'imagine que vous utilisez du Skype, du WebEx, du GoToMeeting, du WhatsApp ou autre. Nous, on a 2 points forts et on se focalise vraiment sur l'usage. D'abord, on se focalise sur l'usage. On se focalise énormément sur l'ergonomie. Et pour faire ça, on a 2 gros points forts. La première chose, c'est qu'on reproduit la vraie vie. Quand vous arrivez dans une salle, il y a une table, il y a des gens autour et il y a un contenu qui est présenté à tout le monde. Ça, c'est vraiment le schéma classique. Et bien Global, c'est pareil. En gros, là, c'est juste une image figée, mais vous avez une table au milieu, il y a un contenu qui est posé dessus et il y a des gens autour. Alors, si on est en réunion, c'est 3-5 personnes. Si on est en formation, c'est 20 personnes. On peut faire des sous-groupes, on peut bouger dans l'espace parce que c'est important de faire des sous-groupes ou des apartés. Voilà, on reproduit la vraie vie. Et pourquoi on fait ça? Les gens sont plus à l'aise, c'est plus efficace. Du coup, on vend de l'efficacité en fait. Et ça se mesure. Et le deuxième point fort, c'est que dans la partie contenu, on est capable, dans l'absolu, de partager n'importe quel type de contenu sans passer par du partage d'écran. Et là, on est vraiment les seuls à le faire. Partage d'écran, c'est génial. Ça partage tout, sauf le son d'ailleurs. Mais c'est la cata, ça se plante tout le temps. Parce que c'est très dépendant de la qualité du réseau de chacun. Donc nous, on essaye d'éviter ça. On est capable de partager un PowerPoint, d'autres le font. On est capable de partager une vidéo. Aucune autre solution, jusqu'à il y a quelques jours, on regarde de temps en temps quand même, ne le fait. Voilà, donc c'est quand même une avancée extrêmement forte pour de la classe virtuelle. Parce qu'en gros, c'est en étant très simple, hein, classe virtuelle, c'est un PowerPoint et de la vidéo et quelqu'un qui parle. Voilà. Et de l'agence virtuelle, c'est exactement pareil. HSBC, c'est des brochures, des vidéos explicatives de leur contenu. Après, il y a des contrats aussi, donc c'est un peu plus du Word. Voilà, nous, on est capable de partager ça et voire de le modifier. Alors, on ne fait pas encore toutes les modifs qu'on aimerait faire, mais de produire le contenu. Ça, c'était l'introduction brève sur Global. Je pourrais répondre à des questions plus tard si vous en avez. Alors, comme je suis le premier, c'est beaucoup plus facile. Hein. Je parle du CES avant d'arriver. Pourquoi on est allé au CES et pour quelles raisons? Donc le CES, pour ceux qui ne sont jamais allés, c'est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer. Si vous allez porte de Versailles, c'est un bout d'un des halls du CES, la porte de Versailles. L'ensemble des halls de porte de Versailles, c'est gigantesque. Il y a énormément de sociétés qui sont présentes. Donc là, voilà, vous avez tous les chiffres. Hein. Plus de 4000 sociétés, quasiment 300 000 m² d'exposition, 180 000 visiteurs, dont beaucoup de non-américains. Hein. C'est un tiers, on va dire, de non-américains. Et c'est 4 jours non-stop. Quand on est tous briefés avant d'aller au CES quand on est exposant. Nous, je reviendrai, on était avec la région, ils nous ont bien briefé. Typiquement, les filles ou nous, les hommes, pas de chaussures à talons, pas de chaussures en cuir. Les baskets, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous êtes debout toute la journée, c'est épuisant, vous sortez épuisé. Et à la fin du 4e jour, vous êtes lessivé, quoi. Mais ce n'est pas une blague. On a l'impression que c'est un peu théorique et tout ça. C'est la réalité des choses. Et puis, alors, ceux qui ne sont pas exposants et qui font tous les stands, hein, il y en a, c'est sans doute, je ne sais pas si c'est plus fatigant ou moins fatigant. C'est une fatigue différente, peut-être beaucoup plus musculaire. Ça se prépare aussi, voilà, ça se prépare physiquement.
Bon, moi, il se trouve qu'il y avait mon fils qui travaille chez Apple, qui est finalement venu au CES. Lui, bon, il est jeune, donc il allait faire toutes les soirées après, et il faisait le CES dans la journée. Je ne sais pas comment il a tenu les 4 jours. Moi, je ne pourrais pas, en tout cas. Hein, voilà. Il y a plein de soirées aussi. Alors, voilà. Avec ses collègues, ils avaient planifié, hein, parce que c'est aussi ça le CES. Hein. Il y a les halls, hein, comme ça. Il y en a plusieurs. Certains à plusieurs kilomètres, hein, c'est pas tout au même endroit, c'est pas toujours aussi simple que ça. Il n'y a pas toujours des transports en commun aussi aisés que ça. Bon, je trouve que d'un hall à l'autre, c'est quand même bien. Il y a le, comment il s'appelle, le train aérien, là, je ne sais plus comment il l'appelle. Le monorail, voilà, cherchez le terme, le monorail. Mais il y a tous les hôtels qui sont réquisitionnés par des petites boîtes, des grandes boîtes. Donc il y a plein de choses. Et après, il y a des soirées gratuites, des soirées payantes. Donc pour certains, comme mon fils, ils avaient planifié 3 soirées gratuites par soirée, et ils allaient faire les 3 soirées. Voilà. Nous, j'ai pas fait ça. Enfin, il n'était pas exposant non plus, hein. Il était là pour espionner les autres. Voilà. Petite anecdote sur Apple, ils étaient là pour espionner les autres. Donc tout le monde a un badge avec où il y a un QR code. Et le QR code n'est pas utilisé à l'entrée, c'est pas ça qui fait rentrer, il faut juste montrer son badge. Bah, chez Apple, ils prennent le QR code, ils mettent du noir un peu partout pour pas que ça se voit pas, mais comme ça, quelqu'un qui prend le QR code, on ne sait pas qui c'est. Le QR code ne marche plus. Voilà, c'est la confidentialité extrême d'Apple. Je referme la parenthèse, c'est pas lié au CES. Donc, il y a beaucoup de monde, je l'ai redit. Alors moi j'ai mis 400 startups, c'est 361. 361. En fait je crois que c'est plus de 400 sociétés, parce qu'il y a des grandes sociétés aussi. Hein. Ouais. Au CES, j'y reviendrai un peu sur moi, ce que j'ai regardé au CES. Hein. Je n'ai pas passé beaucoup de temps à l'extérieur de mon stand. Mais il y a des très grandes sociétés, il y a des très très grands stands, hein, si vous allez sur certaines parties. Pas le Reka Park qui est l'endroit des startups, il y a des gens qui ont des stands de, je sais pas, je vais dire des centaines de mètres carrés, c'est peut-être des milliers de mètres carrés, hein, quand vous appelez Samsung, voilà, c'est le nom que je cherchais. Samsung, c'est un truc immense. Voilà, ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, petite historique, moi j'ai fait le CES il y a très longtemps, après j'ai fait une grande coupure, et puis j'y suis revenu ces derniers temps. À l'origine, le CES, c'était principalement des produits autour de la télé. Alors, ce n'était pas que la télé, mais c'était quand même beaucoup la télé. C'était le Consumer Electronic Show, donc c'était des produits électroniques. Donc, il y avait des télés, il y avait en gros des magnétoscopes, ça n'existe plus. Il y avait des trucs pour le son, et c'était quasiment que ça. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Mais enfin, les plus grands stands, aujourd'hui, c'est quand même la télé et les constructeurs auto. Voilà, c'est une variante et une évolution très récente, ce sont les constructeurs auto, mais j'y reviendrai un peu plus loin. Donc 400 startups, alors on peut débattre, parce qu'on a tout vu, hein, dans la presse, il y en a trop, on se dilue, c'est très bien qu'on soit nombreux parce que ça fait la force. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis, je pense que c'est très bien qu'on soit nombreux. Si ça nous fait voir, ça attire beaucoup de monde. Les pays étrangers, enfin autres que la France, sont toujours étonnés par le nombre de start-up françaises. Hein. Si on regarde les Anglais, c'est 20 fois plus petit. Mais c'est pas 2 fois, c'est 20 fois plus petit. Les Israéliens, qui sont pourtant un pays de start-up gigantesque, c'est beaucoup plus petit. La Chine, ils sont présents, mais c'est tout petit aussi. Donc, voilà, moi, je ne pense pas que ça soit négatif qu'on soit très nombreux. Je pense que c'est positif. Ça attire du monde et les gens restent assez longtemps dans les allées françaises parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, je suis plutôt positif là-dessus. Donc, il y a plusieurs halls. Nous, on était à l'Eureka Park. C'est là où il y a les startups. Il y a, je ne sais pas si c'est un sous-sol ou le rez-de-chaussée, on a toujours du mal à se rendre compte. C'est là où il y a les startups avec des tout petits stands. Juste au-dessus de l'Eureka Park, c'est des stands un peu plus grands, c'est des grosses startups, on peut dire. Et c'est là où on était présent. Alors le CES, hein, c'est aussi d'autres choses. Hein. Alors on n'a pas eu de la neige. La neige à Las Vegas, elle a eu lieu il y a 15 jours, je crois, ou il y a 10 jours. On n'a pas eu ça, mais il peut pleuvoir, il peut faire frais le matin, voire très, très, très froid le matin.
Donc c'est quand même l'hiver. Il ne faut pas croire qu'il fait toujours très très beau et très très chaud. C'est les casinos. Donc, alors j'ai un peu perdu entre-temps, mais parce que nous on est arrivé le samedi, on est reparti le lundi, 8 jours après. Donc en 9 jours, j'étais devenu assez bon au blackjack. Donc j'ai gagné 20 $. Voilà. Mon pic a été à 120 $, 125 $. Voilà. Mais en 10 jours, après j'ai reperdu petit à petit et je suis arrivé à plus 20 $. Donc c'est ça aussi le CES, c'est les spectacles. Je suis allé au Cirque du Soleil. Voilà. Ça vaut le coup aussi. C'est très cher, mais ça vaut vraiment le coup. Donc il y a toute une ambiance autour qui est Las Vegas. C'est le CES, c'est Las Vegas, c'est pas ailleurs. Alors un jour ils changeront peut-être, mais ça reste là. Alors moi, qu'est-ce que j'ai retenu avant de venir? Pourquoi nous on est allés? Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Alors moi, j'ai passé 9 ans chez France Télé. J'ai été avant chez France Télécom, que vous n'avez pas connu, Orange on va dire, plutôt dans les aspects un peu télé pendant un certain temps. Donc moi ce que je retiens, et c'est la deuxième année où c'est la troisième année en fait où j'y vais là, dans les dernières années, parce que je suis allé pour Michelin et après je suis allé 2 fois pour Global. Donc en 5 ans j'ai été 3 fois, ou 4 ans j'ai été 3 fois. Comme il y a 20 ans, c'est les télés, les télés, les télés. C'est quand même le truc phare. On parle beaucoup des startups, mais quand même les plus grands stands, c'est les télés. Elles sont de plus en plus grandes. Elles sont de plus en plus de points dedans. Elles sont de plus en plus arrondies. Elles sont quasiment pliables maintenant, enfin roulables. Ça commence à arriver. Alors, ce n'est pas encore tout à fait optimum, mais ça va arriver. Un jour, on aura sa télé comme ça. Voilà, ça sera ça une télé. C'est-à-dire qu'il y aura un truc qu'on tire. Et c'est ultra plat maintenant, mais vraiment de plus en plus plat. Après, je sortirai moi le truc qui m'a le plus étonné, mais il paraît que ça existe depuis quelques années déjà, donc, mais je ne l'avais jamais vu avant. Donc c'est les télés. Alors ça ne veut pas dire qu'elles arrivent aussi vite que ça dans le commerce. J'ai travaillé chez Michelin aussi, donc je suis un peu attiré par les voitures, même si je ne suis pas du tout attiré par les voitures dans l'absolu. Donc l'autre chose depuis quelques années, ce sont les voitures. Les constructeurs auto sont au CES maintenant. Les constructeurs auto commencent à abandonner le salon de Détroit qui est la semaine après le CES, qui est l'équivalent du salon de l'auto de Paris mais en annuel et en plus gros que le salon de l'auto de Paris. Donc il y a des constructeurs auto qui ne vont plus à Détroit. C'est comme Apple qui ne vient jamais au CES, il y a les constructeurs auto qui ne vont plus à Détroit et qui vont au CES. Et on voit toutes sortes de choses, y compris des modèles assez... des modèles de voitures, somme toute classiques, sauf qu'il y a beaucoup d'électronique dedans. Ils sont au CES parce que c'est de plus en plus de l'électronique. Alors les principales voitures, c'est l'électronique, c'est l'électrique, et c'est la voiture autonome ou pseudo-autonome. Quand je dis voiture, ça peut être des minibus, toutes sortes de choses. Donc c'est vraiment un élément marquant. On ne s'attend pas à voir ça au CES quand on a connu les anciens CES. Alors moi je sors un autre truc, c'est le CES, c'est tout est connecté avec des choses. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi intéressant que ça. Donc voilà, donc des toilettes connectées qui montent dans tous les sens avec des lumières partout, avec une télécommande. Les toilettes sont avec une télécommande parce qu'il y a plein de trucs qui sortent dans tous les sens. Mais non, j'ai pas pu le ramener dans ma valise, et voilà. Donc il y a vraiment de tout, des litières, comment ça s'appelle, pas des litières, mais des trucs pour chats, ces litières connectées pour savoir ce qui se passe, savoir quand changer. Enfin, on trouve de tout. Je ne suis pas sûr que tout ait un marché, mais on trouve toutes sortes de produits. Je fais d'ailleurs, puisque je parle de produits, le CES c'est quand même très orienté à l'origine produit. Il y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs si vous n'avez pas de produit, vous avez que du logiciel, n'allez pas au CES. Nous n'avons pas de produit, nous vendons du logiciel, enfin des solutions SaaS, et il y en a quand même pas mal qui sont là-bas, et ça permet de se faire connaître. Toutes sortes de drones. Alors j'ai montré un requin, mais il y a vraiment toutes sortes de drones, il y a tout un espace sur les drones. La plupart sont chinois, enfin je dis chinois, asiatiques. Il ne faut pas être sectaire, mais il y a vraiment de tout. Il y a de tout, de toutes les tailles,
Drones qui volent, drones qui sont sur le sol, drones qui vont sous l'eau. Tout ça, c'est des drones voilà, qui se pilotent à distance. Il y en a des tout petits, comme vous imaginez. Il y en a des énormes. Alors, c'est plus vraiment des drones, mais c'est quand même des drones. C'est quand même un événement fort de voir tout ça au CES. Je ne sais pas s'il y a un événement équivalent en France ou en Europe au moins sur tout ça. Dernier, Hanovre, mais je crois qu'ils ont fermé Hanovre. Non, c'est pas fini Hanovre. L'IFA. Ah, l'IFA, non mais c'est Berlin, l'IFA. C'est Berlin, oui. Voilà, parce que Hanovre, ils ont fermé, le CeBIT, ils ont fermé, oui. Alors moi, le petit truc, j'ai pas trouvé la photo, et j'ai oublié de le prendre en photo. Ce qui m'a le plus étonné, c'est des diodes ultra fines. Quand je dis ultra fines, ça fait un quart de millimètre ou un dixième de millimètre en film, donc au sens d'un film plastique, et ils peuvent mettre toutes les couleurs que vous voulez. Donc moi, c'est le truc qui m'a le plus étonné. Je sais pas, à part à faire des enseignes lumineuses et à faire des objets décoratifs, je ne sais pas à quoi ça peut servir, soyons clairs, au sens du business. Mais technologiquement, j'ai trouvé ça incroyable. Parce qu'un drone, on en a vu, mais en gros, un truc comme ça, là, ça serait une diode multicolore, voilà, c'est ça. Et en plus, ça se plie, ça bouge dans tous les sens. Donc c'est ça qui m'a le plus étonné. Voilà. Alors c'était dans un petit stand, j'ai vu ça et j'ai oublié de le prendre en photo. Alors nous, c'est la deuxième année qu'on est allé au CES, donc 2019 et 2018, puisque c'est en début d'année. La première année, on est allé uniquement pour avoir de la notoriété. De la notoriété en France. Et ça a très bien marché. Ça, c'était 2018. Ça paraît ridicule, mais tout le monde parle des startups qui sont en France, qui sont au CES en France, enfin des startups françaises qui sont au CES en France. Tous les grands groupes passent dans les allées. Voilà, donc on a eu pas mal d'articles et de retombées presse, et c'était ça qu'on visait l'année dernière. On montrait Global, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais dans un usage un peu plus futuriste. C'est ce que nous on appelle le co-shopping, donc c'est acheter à plusieurs, mais en n'étant pas devant le même PC. Donc on est chacun dans son coin et on peut faire un panier d'achat à distance en balayant le site de e-commerce. Bon, ça avait beaucoup attiré les Américains d'ailleurs, ça n'a pas fait beaucoup de business derrière, soyons clairs. Cette année, on avait un objectif, un, de notoriété, mais de s'élargir au-delà de la France, et deux, on avait vraiment une logique business, donc on s'était très focalisé, enfin uniquement d'ailleurs, sur la classe virtuelle, et on va voir juste après que ça a plutôt bien marché. On avait un objectif de développement commercial, enfin de business France, Europe et USA. On peut dire qu'on a bien réussi la France, on a bien réussi les USA, on n'a pas beaucoup réussi l'Europe, voilà. Un peu plus l'Amérique du Sud d'ailleurs que l'Europe. Voilà, c'est comme ça. Même si notre stratégie commerciale est plutôt de se développer au-delà de la France, en Europe et pas aux États-Unis dans les 12 ou 18 mois qui viennent. Nos résultats, alors on a eu pas mal de chance cette année. Alors c'est sans doute parce qu'on vient la deuxième fois. Il faut savoir que pour les startups, c'est un grand classique. Les Américains vous regardent d'un peu loin la première année. Et si vous avez survécu, ils vous regardent d'un peu plus près et ils peuvent commencer à discuter avec vous. Donc on a survécu, donc on était là. On a été invité le dimanche, donc avant le CES qui démarre le mardi, à l'Unveil. Donc l'Unveil, c'est une sélection de startups sélectionnées par l'organisateur. Et il y a plusieurs milliers de journalistes qui sont là. Quand je dis une sélection, c'est sur les, je ne sais pas combien, quelques milliers de startups. Il y en a 200 ou 300, je crois, qui sont sélectionnés. Donc c'est très bien pour les retombées presse, principalement américaines. On a vu quelques journalistes français, mais c'est surtout des Américains. Donc ça a été un succès pour nous, vraiment un succès. On a été sélectionné pour un pitch. Il y a une série de pitchs organisés. Alors la CTA, c'est l'organisateur, hein, c'est le CES en gros. Mais on a été sélectionné pour le CES pour un des pitchs. Donc il y a une série de pitchs. Il se trouve que nous, on est bien tombés parce qu'il y avait un présentateur télé qui faisait la présentation des différentes startups, enfin, qui introduisait chacune des startups. Et c'était quelqu'un d'hyper connu, donc il y avait une foule pas possible. Pitch en anglais. Pas si simple que ça, je vous le dis tout de suite.
On a beau parler quand même assez bien l'anglais, je ne dis pas que je suis fluent totalement, mais bon, c'est un pitch. On avait 3 minutes, et c'était 3 minutes. À 3 minutes, il coupait le micro, de toute façon. C'était pas 3 minutes une, c'est 3 minutes. Par contre, pas mal de retours parce que surtout les pitchs organisés par la CTA, après eux-mêmes, ils ont une telle audience qu'ils diffusent ça sur leur site, ils font plein de mailing, donc ça a très bon retour pour nous. En termes business, on a eu 120 ou 128 contacts qualifiés. C'est en gros 30% de plus que l'année d'avant, avec des grands comptes, etc. etc. On a eu sur notre... Alors ça, on a été très surpris, 30% en gros des visiteurs qui sont venus nous voir spécifiquement. C'est pas qu'ils allaient voir que Global, hein, mais ils se sont dit dans la liste des startups, je vais les voir. Les autres 70%, c'est des gens qui déambulent dans les allées et qui s'arrêtent quand ils voient quelque chose qui semble les intéresser. L'année dernière, c'était 0. Donc on est passé de 0 à 30%. C'est aussi le positionnement, hein, soyons clairs, le positionnement était beaucoup plus clair. Et ça ne veut pas dire que c'était un mauvais choix l'année d'avant. On avait fait un choix bien pensé. Mais voilà, ça a beaucoup mieux marché. Et derrière tout ça, on a déjà, alors je pense j'ai fait mes slides il y a une semaine ou 10 jours, on a une petite dizaine de rendez-vous dès la première relance. Parce que tous les 128, on a envoyé un mail dans la foulée. Hein. Il y a beaucoup de gens qui oublient, des startups paraît-il, qui font leur mailing 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après. Nous avons dit surtout pas, vous le faites tout de suite. Et après, vous faites vos deuxièmes relances un peu quand vous voulez. Enfin, il faut le faire à rythme régulier. Moi, c'est mon CRM qui me dit quand le faire, hein, c'est pas moi. Dès la première relance, du coup, on a obtenu une petite dizaine de rendez-vous. Là aussi, l'année dernière, c'était 0. Hein. Donc, il y a quand même un succès. Alors ça ne se traduit pas encore en nombre d'euros ou de dollars mensuels ou totaux, mais on pense qu'on a franchi une petite étape et que ça va dans le bon sens. Évidemment, c'est pas gagné, c'est pas facile. Et quand je dis des rendez-vous, hein, il se trouve que la majorité, sur les 7-8, je ne sais plus combien on en a aujourd'hui, la majorité, mais c'est une petite majorité, c'est des Américains. Alors c'est des rendez-vous à distance. Hein. Typiquement, là j'en ai monté un, là, je travaillais tout à l'heure ici parce que je suis arrivé tôt. J'en ai remonté un autre bientôt. Là. Voilà. Et les autres, c'est des Français. C'était quoi je crois que ce matin, c'était RTE. Voilà, on a vu RTE qui était là-bas. RTE, ils sont pas loin. Voilà. Bonsoir, moi je suis Mathilde Petit. Donc j'ai cofondé Human Keys et je suis venue vous partager donc un retour d'expérience complètement différent de ce qui vous a été présenté ici, puisque moi j'ai complètement hacké le CES. Alors en fait moi je suis allée au CES, j'avais pas de stand, j'ai pas payé mon entrée et j'ai quand même réussi à faire du business. Donc je vais vous expliquer comment. Donc Human Keys, déjà, qu'est-ce que c'est ? Nous, on est une solution de micro-learning. Le micro-learning, ça ne doit pas parler à beaucoup d'entre vous. Le micro-learning, c'est un marché émergent. Et nous, notre défi, c'est de former les gens en moins de 3 minutes par jour, mais sur des périodes longues de 6 à 8 semaines, sur des parcours de formation. Alors, comment on fait ? Vous allez dire, une énième application. Non. On passe par le SMS. Le SMS, vous n'êtes pas digital? Non. Alors le SMS, en fait, faut savoir, c'est plus de 95 taux d'ouverture en moins de 4 minutes. Et ça pour de la pub. Donc vous imaginez quand vous êtes inscrit à un parcours de formation, vous êtes volontaire. Voilà. Et donc nous, le deal, c'est donc de proposer des parcours de formation où on mélange le micro-coaching et la micro-formation et donc aussi le e-learning. Donc on fait comment ? Vous recevez un SMS qui raconte une histoire. En fait, vraiment, on est sur le storytelling, la gamification, etc. Et tous les jours, vous recevez votre petit SMS de votre coach. Il y a marqué « Bonjour Mathilde, comment ça va aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais te parler de ça » ou différentes accroches. Et dans votre SMS, vous avez un lien internet et dans ce lien, vous avez le micro-enseignement du jour qui dure du coup moins de 3 minutes par jour. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de se former et clairement, être dans des salles de formation tous les 2 ans, même nous, quand on est jeune, franchement, ça saoule tout le monde. Et ça marche pas. Et je sais plus quels sont les pourcentages, mais je crois qu'on retient 20% d'une formation, 10.
Ah bon, bah voilà, donc c'est encore pire que ce que je pensais. Oui, voilà. Donc nous, on est dans la répétition, dans la gamification, dans le storytelling. On utilise des techniques de neurosciences, de PNL, d'auto-hypnose, des choses qui sont utilisées en fait dans la formation en présentiel, mais peu en fait dans le digital. Donc voilà, nous, c'est vraiment notre cœur de métier. En fait, ça va être aussi vraiment la pédagogie, l'ingénierie pédagogique, mais aussi la plateforme qui est derrière et qui va générer donc du tracking de données du formé, qui va nous permettre après de donner au RH, au manager, des données sur les évolutions de compétences de son équipe. Donc nous, on en ressort des cartographies de compétences et des perspectives d'évolution pour les managers et les entreprises. Donc, étant une solution de service aux entreprises, c'est un peu difficile de se positionner au CES quand on fait du service, puisque quand on se balade dans les couloirs, justement, dans les allées du CES, les gens s'arrêtent beaucoup là où il y a des innovations assez... palpables, entre guillemets, c'est-à-dire des choses un petit peu sympas à découvrir et à toucher et à expérimenter. Nous, on ne peut pas faire ça. Enfin, notre solution, elle se teste, évidemment. D'ailleurs, allez sur humankeys.com si vous êtes intéressé, vous pourrez tester notre solution. Mais très clairement, on n'avait pas le moyen de se différencier vraiment et d'être différenciant pour attirer en fait vraiment du business à nous pendant le CES. Donc on a pris un parti pris complètement différent à travers le réseau du fondateur, donc qui est Vincent Caltavellota, qui lui est formateur, auteur et conférencier en management et sur l'entreprise du 21e siècle. Et à travers son réseau, on a infiltré une organisation qui du coup se passe en marge du CES, et il y en a beaucoup, qui s'appelle le Village francophone. Le Village francophone, c'est une organisation, donc, comme je vous le disais, en marge du CES, qui réunit les pays francophones. Donc il y avait des délégations de France, d'Israël d'ailleurs, de Luxembourg, Belgique et canadienne. Et malheureusement, peu de pays africains, étant donné que les startups des pays africains n'ont pas réussi à avoir les visas à cause notamment de la présidence de Trump. Donc malheureusement, il y avait peu de représentants des startups africaines. Et donc, nous, on a intégré ce village francophone en offrant un peu nos services. Donc, Vincent a été président d'un collectif sectoriel, puisque, en fait, au sein de ce village francophone, il évolue vraiment en marge du CES. Le CES, ça ouvre de 9h à 17h. Entre les deux, il n'y a plus rien. Eh ben non, c'est faux. Entre les deux, de 6h à 9h du matin, vous avez des sessions de pitch des startups, il se passe beaucoup de réseautage en fait, et après, de 17h à 20h, beaucoup d'afterwork et beaucoup de réseaux aussi. Du coup, nous, on a en fait, pour tout vous dire, on n'a même pas un an d'existence. Notre société, on l'a créée le 6 juin 2018. Donc pour nous, c'était un investissement conséquent et on n'avait vraiment pas les moyens de dépenser autant que vous pour un spot, pour un stand. Donc du coup, on a proposé nos services aux villages francophones qui avaient bien besoin de personnel dans leur organisation, sous réserve qu'ils nous payent notre place au CES. Donc on a intégré, en fait, c'était un peu du donnant-donnant. Nous, on vous file un coup de main pour l'orga. En même temps, cette organisation, c'était l'occasion de fréquenter et de côtoyer des directeurs de l'innovation, des directeurs RH que normalement vous devez, passer par l'intermédiaire d'une dizaine de personnes avant de pouvoir les contacter, ces gens-là. Et au CES, tout le monde se tutoie, vous leur faites la bise, vous déjeunez avec eux, vous prenez le café avec eux le matin. Et en fait, dans ce cas, dans ces organisations-là, vous avez vraiment un lien direct avec la personne et tout le monde s'intéresse à ce que vous faites. On sait qu'on est là pour faire du business. Donc, ah oui, t'es là pour quoi ? Qu'est-ce que t'es venu vendre ? Ah, toi, t'es investisseur. Moi, je recherche ça, je veux ça. C'est assez clair. Dès que vous faites une rencontre, les gens vous disent à peu près ce qu'ils sont venus chercher, qui ils sont et ce pourquoi ils sont là. Donc nous, ça a été très clair aussi. On était là pour aider, filer un coup de main et faire du réseau et être à leur service aussi. Mais on était aussi là pour vendre notre solution.
Donc, dans le cadre du village francophone, moi, j'ai animé des sessions de découverte du CES sur des thématiques, alors que c'était ma première année au CES et que je n'y avais jamais mis les pieds. Donc, autant vous dire que quand je suis arrivée la veille et qu'on m'a dit « Bon, bah alors, faudra que tu fasses une visite à des directeurs d'innovation de très gros groupes sur justement les secteurs qui les intéressent, l'énergie, la mobilité », j'ai dit, ok, ça va bien se passer. Et évidemment, j'ai été aidée par les organisations. Mais ça m'a permis en fait d'établir vraiment une relation avec ces gens-là. Et puis, du coup, après, de leur parler de ma solution. Donc voilà, donc ça m'a permis de découvrir le CES en même temps. Donc moi, en fait, pour tout vous dire, j'ai pas vu grand-chose du CES. Parce que quand je faisais, du coup, l'animation de ces visites, étant donné que je connaissais pas très bien l'endroit où était la start-up que je devais aller présenter juste après, ben, je courais, pendant qu'eux, il y avait un start-upper qui pitchait, je courais vers la seconde start-up pour dire « On vient de voir avec 10 personnes, après c'est des gros bonnets, je pense que ça peut t'intéresser. » Et donc voilà, et donc c'est comme ça que j'ai fait mon CES et j'ai eu vraiment une demi-journée pour moi où vraiment j'ai été voir les innovations qui moi m'intéressaient. Mais vraiment, voilà, moi je les ai pas vues les soirées enflammées du CES. J'ai dormi 5 heures par nuit, j'étais au Guronzan comme quand j'étais étudiante et que je préparais mes examens. Mais c'était parce que je bossais de 5 heures à 23 heures parce qu'en fait, même après les after-work à 20h, c'est « Ah, bah, vous allez dîner où? Vous faites quoi ?» Voilà. Et en fait, c'est le réseau, quoi. Et donc, bah, nous, on était là pour ça, pour faire du réseau, pour générer des leads. Il faut savoir qu'on a lancé notre compte Twitter 2 semaines avant le CES. On avait 95 followers. Sur 2 tweets, on a généré peut-être... les 2 plus gros tweets, on a eu 16 000 vues. 16 000 vues quand on a 95 followers, c'est juste démentiel en fait. Et nous, ça nous a permis vraiment de gagner en visibilité. Donc aussi parce que on y a fait un peu notre... c'est comme ça qu'on avait décidé de jouer un peu notre game, quoi. Et du coup, voilà, donc on a été interviewé par la Tribune. On a eu l'occasion, du coup, dans le cadre du village francophone, il y avait une session de pitch qui était pour la Smart Entreprise. Et on a décidé de se présenter pour pitcher à la Smart Entreprise, alors qu'on n'a même pas de spot quoi, dans le CES. Et donc, on a pitché devant un jury et on a gagné le prix de la Smart Entreprise. Donc ça a été aussi génial pour nous parce qu'en fait, en termes de visibilité, on a eu un article dans la Tribune. On a fait après on a gagné des stands justement après chez tous les partenaires dans tous les salons qui vont avoir lieu en 2019. Donc là, on a eu une interview. Il y a eu le Digital Learning Tech à Paris. On a eu une interview par BFM TV. Enfin, en fait, ça nous a vraiment permis d'avoir une visibilité qui, on l'espère, va nous générer des clients. Donc, on est revenu avec une cinquantaine de clients, de prospects. Donc, nous, on a généré aussi quelques propositions commerciales derrière et quelques rendez-vous. Rien de concret encore, mais finalement, ça fait que 2 mois qu'on est rentré. C'est pas beaucoup. Moi, je suis pas... à l'inverse, on a fait tester les gens directement après le CES, notre solution. Et en fait, tout le monde nous a dit, mais on est passé complètement à côté parce qu'en fait, retour de CES, on est tous dans le jus et c'est pas possible. Donc en fait, je pense que c'est vraiment là, fin février, que les choses sont vraiment en train de... les efforts sont en train de reporter leurs fruits. Et là, on commence à avoir des prospects en fait, qui reviennent vers nous assez automatiquement. Donc voilà. Et... mon ressenti, moi, personnellement, c'est que c'est vraiment un monde de malades. Las Vegas, en tant que tel, c'est... Après, moi, j'ai eu l'occasion aussi d'aller dans le vieux Las Vegas. C'est vraiment un monde de fou. Voilà, franchement. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je suis arrivée du coup 1 jour avant pour préparer, commencer à faire un peu de réseau aussi. 2 jours avant. Et du jour au lendemain, on voit la ville se transformer. Alors au début, on voit les groupes de garçons, les groupes de nanas, on voit même des familles qui sont... c'est un lieu de fête quand même. Et du jour au lendemain,
on voit tout le monde avec son collier vert qui déambule et qui est pressé. Tout le monde a des rendez-vous business. Et en fait, il n'y a plus personne aux tables de jeu, en fait, parce que tout le CES et tous les hôtels sont vraiment réquisitionnés pour le CES. Donc ça, c'est assez drôle déjà de le voir. Après, mon expérience personnelle, moi, en tant que femme, j'aimerais en parler quand même parce que j'ai trouvé ça difficile en tant que femme. Faut savoir que le CES, c'est vraiment un milieu très masculin. Moi, j'ai eu la chance d'être approchée par les Digital Ladies et Flash Tweet, donc c'est aussi des très grosses influenceuses, ça j'en ai pas parlé, mais outre la visibilité des médias, il y a aussi beaucoup d'influenceurs qui en fait font le relais de ce qui se passe au CES et qui font le relais après en France en temps réel en fait, c'est-à-dire que c'est des gens, vous vous rendez pas compte, mais ils tweetent à 5h du matin pour que vous puissiez avoir l'info, vous, à 8h quand vous vous levez. Et du coup, donc ces influenceurs-là aussi ont participé, nous, au relais de notre visibilité. Et donc les Digital Ladies, j'en reviens à ce que je disais, qui m'ont approchée, étaient intéressées par le témoignage du coup d'une femme au CES et d'une femme dans le digital. Et c'est l'occasion aussi parfois de promouvoir des carrières dans les milieux un peu tech des femmes, parce que franchement, parfois c'en était pénible. Les remarques sexistes des hommes, après pas dans le milieu des startups, mais vraiment, moi en tant que femme, j'ai eu le sentiment d'être... parfois, j'avais l'impression qu'on me prenait pour une hôtesse alors que j'étais là pour vendre un produit et que j'avais quand même des choses à dire, quoi. Donc voilà, donc ça c'est quand même important de le souligner. Donc si vous voulez faire le CES et que vous êtes une femme, allez-y. Comme ça, plus nombreuses on sera et mieux ce sera. Et non, mais globalement dans le développement des métiers de la tech, ce serait bien qu'il y ait plus de femmes. Voilà, après je sais pas si vous avez des questions. Moi je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Oui, c'est bien. Nous on est 5. On est 5, donc on a quelqu'un qui est plutôt dans le développement technologique de notre solution, une web designer qui s'occupe de toute l'expérimentation, enfin pour avoir l'UX le mieux pour les utilisateurs. Et puis, on a une chef de projet et Vincent et moi qui oscillons entre réalisation des projets et développement du business. Voilà. Quelques exemples de modules de formation que vous proposez ? Oui, alors on fait surtout des formations, ce qu'on appelle en soft skills, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas apprendre des compétences dures aux gens. Nous, en fait, notre premier client, ça a été ADO, qui est en fait le groupe de Leroy Merlin, et qui nous a commandé une formation en acculturation digitale. Et en gros, c'était 8 semaines où ça s'appelait « Imagine ton métier de demain ». Et en fait, c'était pour sensibiliser les collaborateurs au fait que le digital, c'était maintenant, c'était pas demain, que ça avait des impacts maintenant sur leur métier. Quels étaient ces impacts et comment ils pouvaient se projeter sans leur faire peur sur l'évolution de leur métier. Donc ça, par exemple, c'est le genre de choses qu'on sait très bien faire. On a aussi des formations en vente, en management. Et là, on est sur le développement d'une formation en social selling. Donc le social selling, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est en gros la vente à travers les réseaux sociaux, notamment du coup le réseau LinkedIn. Donc on apprend tout bêtement à quelqu'un à se servir de LinkedIn comme un outil de vente en fait. Donc voilà, donc c'est... après, ça peut être vraiment dans tout type... il n'y a pas de limite à notre solution. C'est-à-dire que c'est digital, c'est mobile. À partir du moment où vous savez vous servir d'un smartphone et que vous savez lire un texto et appuyer sur un lien, vous êtes potentiellement un de mes clients. Voilà, donc, j'imagine que c'est le cas de vous tous. Donc voilà. Pour le moment, on est en B2B, mais là, en fait, on essaye de développer justement des formations à destination, notamment des auto-entrepreneurs qui ont parfois besoin de clés pour justement pour se lancer, pour générer du business. Justement, on fait beaucoup de formations commerciales aussi.
Donc là, on est en train de développer ça pour qu'en ligne sur notre site internet, à moindre coût, donc du coup vraiment des formations sur étagère avec pas de possibilité de spécialisation, de personnification, pardon. Donc voilà, surtout sur ces compétences-là. Social selling, ce sera le cas aussi. Et puis là, on lance aussi une formation de vente pour les vendeurs-distributeurs indépendants. Ce qu'on appelle les VDI, c'est en gros les gens qui font des ventes à domicile type Tupperware ou même dans les assurances, les banques, les produits de beauté, etc. Voilà. C'est vous qui faites vos formations, les contenus? Oui, alors en fait ça dépend. On a plusieurs types de demandes. Soit on fait les formations nous avec notre expertise, notamment celle du fondateur Vincent Caltabellota, qui quand même lui à la base est conférencier, formateur et auteur. Et quand ça dépasse notre domaine d'expertise, on fait appel à un spécialiste du métier, du métier dont il est question. Et sinon, il y a aussi la possibilité d'avoir l'entreprise qui, en interne, a du contenu de formation, mais du contenu pas vraiment vivifiant et qui a envie de lui donner un petit coup de frais. Et du coup, nous, en fait, notre défi dans ce cas-là, ça va être de prendre une formation en e-learning et après d'y mettre la pédagogie Human Keys et de la séquencer en 3 minutes par jour pour en faire quelque chose de dilué dans le temps et de plus impactant. Parce qu'en fait, au-delà de ça, nous, on a des taux d'engagement qui sont vraiment démentiels par rapport à des formations en e-learning où parfois vraiment le taux d'engagement est très bas. Nous, on a des taux d'engagement de plus de 85% quand même et un taux de satisfaction de plus de 95% sur nos premiers formés. Donc c'est vraiment pour de la formation digitale vraiment ce sont de très bons résultats. En e-learning, en général, on n'a pas ces résultats-là. Bonjour, on va commencer parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses sur l'atmosphère générale du CES. Donc la vidéo fait 6 minutes, donc je préfère qu'on ait une communication plus directe. Alors, je ne vais pas raconter ce qu'ont dit mes petits camarades, parce que vous savez ce qu'est le CES maintenant. En revanche, je voudrais insister sur le sens, le contenu de ce qu'on y trouve. Parce que moi, j'ai une longue expérience du CES, hein, ça fait 20 ans que j'y vais. Donc, j'y vais à peu près tous les ans. Donc, j'ai vu évoluer cette manifestation qui a effectivement changé de dimension et qui est devenue, et je le confirme, totalement délirante. Et j'y accompagne chaque année des DSI, des grandes entreprises et des grandes organisations françaises, puisque ma mission, je l'organise pour le compte du SIGREF. Donc le SIGREF travaille avec nous, SIA Partner, sur l'élaboration d'un programme et on déroule ce programme en gros du mois d'octobre jusqu'au mois de février. La période CES proprement dit étant un peu le temps fort à partir duquel on va accumuler un certain nombre d'expériences et après on en retire toute une série de leçons. Le but étant de publier un rapport qui va être mis en ligne sur le site du sigref.fr dans quelques jours. Ce rapport pouvant aider tous les membres du SIGREF, il y a 150 entreprises, à intégrer les idées clés que nous retirons du CES à travers les différents angles d'approche. Donc la démarche n'est pas de vendre un produit ou un service comme mes deux prédécesseurs, mais au contraire d'aller plutôt acheter des solutions et dommage qu'on ne se soit pas rencontrés avant parce qu'on aurait fait des visites ensemble, on vous aurait invité. Acheter des solutions et surtout mettre en situation de awareness, hein, pour parler américain, l'ensemble des DSI qui trop souvent sont encore dans les entreprises un peu à la remorque en matière de transformation numérique. Alors, donc le CES, je ne reviens pas, mais je pense qu'il y a 2 idées importantes qu'il faut retenir. C'est d'abord un moment de synthèse, puisque en 4 jours, on va voir plein de choses. Et toutes ces choses, c'est les choses qui animent
notre quotidien professionnel aujourd'hui dans le monde des technologies de l'information. Et le fait de pouvoir ouvrir ces chakras pendant ces 4 jours, effectivement entre 9h et 17h et en after après 18h, puisque je prends les participants à partir de 18h pour les faire travailler ensemble sur ce qu'ils ont vu et co-rédiger le rapport final. Donc il y a un travail collaboratif qui est lourd. Alors c'est vrai qu'avec 9 heures de décalage horaire, 12 heures d'avion, les gens sont un peu... Et puis les kilomètres que l'on fait, on compte nos pas, on fait à peu près 30 000 pas par jour. Et multiplié par les participants de la mission, ça fait pas mal. Mais en même temps, on augmente la capacité d'analyse, parce que tout seul au CES, on ne voit pas grand-chose. Hein. Mais 31 personnes coachées, qui savent ce qu'ils vont chercher et qui en reparlent de façon structurée le soir, ça donne véritablement de la matière extrêmement riche. Et cette matière, évidemment, on va l'organiser à partir de la multiplicité des thèmes, parce que contrairement à vous, nous, on passe beaucoup de temps dans les conférences. Les conférences, c'est un moyen très riche de prendre connaissance, avec un peu de recul, de l'ampleur et de la profondeur de la révolution numérique, parce qu'on y voit des tas de gens, je m'arrange pour qu'on passe à peu près un tiers de notre temps en conférence. Ce qui est beaucoup. Ce qui fait qu'après, dans les restitutions, on va faire la synthèse des conférences et amener tout ce matériau-là avec un outil. Alors, on utilise une messagerie qui s'appelle Weller. Chacun s'inscrit dans Weller et, en temps réel, va aller incrémenter un certain nombre de réflexions, ce qui permet de disposer d'une matière extrêmement riche, infiniment plus large que ce qu'un journaliste isolé ou même un professionnel de l'IT peut voir. Ce qui fait que nous pensons que cette approche va plutôt en profondeur. Or, ça fait 5 ans que SIA Partner organise pour le compte du SIGREF cette mission CES. Ça marche plutôt bien. Ils nous ont demandé d'en faire une autre. On va en Israël maintenant rencontrer des startups pour parler cybersécurité et innovation. Et je prépare en 2019 2 Learning Expeditions, une aux États-Unis sur les réseaux et la 5G, et une autre en Chine sur l'innovation technique en Chine. Donc, c'est un format qui, en soi, est important. Alors, ce qui est intéressant dans la liste des thèmes, je vais vous faire grandir ça, ça sera un peu plus lisible. Hop, ma souris, voilà. C'est de voir qu'on mélange dans le programme qui est organisé par le CTA, qui organise le CES, les sujets techniques et les sujets marchés. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des gens dans notre mission qui sont très techniques, et donc ils nous demandent d'aller voir le blockchain ou d'aller voir la 5G, de réfléchir sur les aspects de réalité augmentée ou d'imprimante 3D. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent avec une démarche marché pour se dire, au fond, qu'est-ce qui bouge en santé, qu'est-ce qui bouge en automotive, et comment on va faire ça. Donc vous voyez, on est amené à capter des informations aussi bien sur le plan technique que sur le plan marché, ce qui fait une synthèse particulièrement intéressante et aussi difficile à faire. Alors, notre travail, c'est d'observer, d'analyser et d'échanger. On fait des visites sur stand des entreprises ou des startups, ce qui permet d'avoir un contact bilatéral. On invite des gens. Par exemple, cette année, on a invité les gens de Legrand et de Netatmo, puisque vous savez que Legrand vient de racheter Netatmo. Et nous, on trouvait intéressant le soir de discuter avec une entreprise industrielle classique et une entreprise issue du web pour savoir comment ils vont vivre ensemble dans leur nouvelle entité. Et c'était intéressant parce que, évidemment, le SIGREF, ce sont des grands comptes, et les grands comptes ont beaucoup de difficultés à se mettre en mouvement, et la relation avec les startups n'est pas du tout facile. Parce qu'il ne suffit pas de dire que je vais travailler avec une start-up, avoir un partenariat, voire même l'acheter.
il faut ensuite que ça monte au cerveau. C'est là la difficulté, parce que l'innovation, c'est vraiment un état d'esprit, c'est une culture, ce sont des process, et qui ne sont pas naturels, et qui ne sont pas spontanés pour les grandes entreprises du CAC 40. Donc on a, vous voyez, beaucoup travaillé en bilatéral. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est allé voir Air France, et Air France présentait 4 startups qu'ils avaient emmenées avec eux. Et ça, c'était vraiment très riche, puisque c'était un bon exemple d'une grande entreprise qui travaillait avec des startups, et notamment, il y en a une qui fait de l'analyse de contenu sur les réseaux sociaux, et ça, c'est extrêmement riche pour les gens du marketing d'Air France de savoir ce que les internautes disent et pensent d'Air France. Et c'est pas du tout facile à organiser. Et alors, vous voyez, le soir, eh bien, on travaillait par table, et bien crevé. Alors, cette année, on les a nourris. Alors, ça les a un peu dopés le soir, parce que l'année dernière, j'avais quelques cas de somnolence précoce. En les nourrissant, en les alcoolisant un tout petit peu, on avait les étincelles qu'il fallait. Et c'était assez sympa. Et on a vraiment pu organiser par table et collectivement des vrais débats sur, au fond, ce qu'ils retiennent du CES. Il y en avait à peu près la moitié qui n'était jamais venue et une autre moitié qui était déjà venue. Ce qu'ils en retiennent et ce qu'ils peuvent intégrer comme idée dans leurs entreprises. Alors justement, sur le plan des idées, cette présentation que je fais aux gens qui sont venus au CES et aux entreprises qui sont venues, je vais vous la faire light ce soir, mais elle vise bien à 3 objectifs précis. Le premier, c'est de bien faire comprendre à tout le monde. Alors, j'étais cette semaine chez Seb à Lyon. Il y avait les gens du marketing, les gens des RH, il y avait vraiment plein de gens dans la salle. Leur faire comprendre que le fait digital, c'est d'abord et avant tout une révolution technique. Et que cette révolution technique, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, c'est quelque chose qui est une évolution complexe, et qui va se continuer encore pendant les années à venir, et qui va prendre un certain nombre de formes. D'où l'importance de comprendre ce qu'est ce socle technique, et de voir comment il évolue, et arrêter de raconter des bêtises sur l'intelligence artificielle, ou sur tous les sujets à la mode dont on parle dans les journaux de façon très superficielle ou évasive. Et comme vous le disiez, n'importe qui affichait intelligence artificielle sur son stand, parce que, comme personne ne comprend ce que c'est pas difficile de dire, regardez comme on est moderne, les gars, waouh, on est AI, Artificial Intelligence, Inside. Et c'est de la pure connerie. Mais c'est pas grave, hein, l'essentiel c'est de faire du buzz. Et on a retenu cette année 3 thèmes fédérateurs. Parce que quand vous êtes chez Air France, à la SNCF ou chez Enedis, au fond, tout ça, comment ça peut vous parler? Comment vous pouvez faire bouger votre organisation par rapport à ces thématiques? Et ces thèmes fédérateurs sont importants parce qu'ils peuvent être métabolisés dans chacune des entreprises et parler à la direction du marketing, à la direction industrielle, etc. Et donc là, les thématiques, elles s'organisent autour de 3 thèmes. La mobilité. Et la mobilité, c'est aussi ce que vous faites, parce que est-ce qu'il faut bouger des atomes ou bouger des électrons? C'est le problème aujourd'hui de toutes les organisations. Quand on fait du télétravail, on fait de la mobilité. C'est-à-dire qu'on amène de l'intelligence là où il y en a besoin en mettant ensemble des gens. Et donc la mobilité, c'est vraiment un thème très fédérateur. Évidemment, la mobilité urbaine, les engins de mobilité sont des sujets clés. Le deuxième élément, c'est l'expérience. Et c'est ce que vous avez dit. Aujourd'hui, nous sommes tous en quête d'expérience. Pourquoi? Parce que notre attention est tiraillée entre de multiples centres d'intérêt. Et qu'est-ce qui est le juge de paix? C'est le temps disponible. Vous disiez, au CES, vous dormiez 5 heures. En général, on dort un peu plus. Mais c'est vrai que notre problème, c'est qu'il n'y a que 24 heures sur la planète Terre. Alors c'est vrai que
vouloir en sortir, peut-être que ça va arranger les choses, mais dans quelques années seulement. 24 heures, ça veut dire que plein de gens se battent pour capter votre attention. Votre chef, vos clients, vos enfants, vos partenaires, vous-même, parce que vous vous dites « Oh là là, il faut que je m'occupe de moi, me, myself and I ». Et tout ça fait un gentil bordel qui fait que notre vie donne le sentiment d'être très saturée de plein d'événements, certains étant très médiocres en termes de qualité d'expérience, de valeur, d'autres étant au contraire enrichissants. Mais vous remarquerez que le temps n'est pas linéaire. Les 24 heures ne se valent pas. Et donc ce qui est important, c'est de comprendre comment on va créer de l'expérience et comment cette expérience va enrichir la qualité de la relation humaine, que ce soit dans une relation client-fournisseur, que ce soit dans une relation amoureuse, ça fait partie de l'équilibre global, ou que ce soit dans une relation salarié-collaborateur et dirigeant. Donc vous voyez la richesse de cette notion d'expérience à travers le numérique est quelque chose qu'il faut regarder avec un regard systémique, et pas simplement en se cantonnant de sauter d'une innovation à une autre. Et puis enfin, il y a un autre sujet qui est clé, et pour lequel beaucoup de gens vont au CES, c'est essayer de trouver des solutions d'efficience. C'est quoi l'efficience ? C'est beaucoup mieux que l'efficacité. L'efficience, c'est d'aller tout droit à la cible et de consommer le moins de ressources possible. Que ces ressources soient du temps, soit de l'attention, soit de l'énergie. Et ça, la recherche de l'efficience, c'est ce qui est la base même du fonctionnement d'une économie saine. Une économie n'est pas seulement efficace, elle doit être efficiente. Et on pense que les problèmes de réchauffement climatique, les tensions environnementales, la congestion urbaine sont des facteurs de non-efficacité contre lesquels il faut lutter et pour lesquels les technologies de l'information apportent des solutions. Donc vous voyez que le CES, c'est vraiment l'occasion de se poser et de prendre tous ces inputs et de dire « ouais, mais est-ce que tout ça fait sens ?» Et c'est ce qu'on recherche tous, c'est savoir où on va, comment on s'organise dans nos vies, dans notre culture, et sachant que le numérique, et ça c'est une révolution anthropologique, le numérique, c'est pas comme dans le temps, dans la sphère du travail. On trouvait un peu d'informatique dans la sphère du travail. Il y avait des machines, il y avait des outils. On n'avait pas du tout ça à la maison. Alors qu'aujourd'hui, le numérique, il transcende les différentes tranches verticales de notre temps et on va le trouver tout le temps. Tout le temps. Ça va être un auxiliaire, un support, un outil ou une grosse source d'emmerdement. Et il faut bien reconnaître que la technologie n'est ni négative, ni positive, ni neutre. Et ça, c'est passionnant de le voir. Alors, rapidement, le socle technique. Il y a beaucoup d'illusions sur la révolution numérique. Et j'entends beaucoup de bêtises, notamment sur la différence entre l'informatique, le digital, le numérique, etc. Et ma conviction profonde est que, évidemment, tout ça, c'est de l'informatique. C'est de l'informatique, pourquoi ? Parce que c'est du traitement du signal. On prend n'importe quelle source d'information, on la transforme en 0 et en 1, on la stocke, on la travaille et on la restitue. Ce qu'on appelle digital n'est qu'une expression marketing qui vise à amener une lecture de l'extension infinie de la sphère de l'informatique. La sphère de l'informatique, qui était très limitée il y a encore 30 ans, avec le web, a pris en compte tous les aspects de la vie sociale. Et comme on n'avait pas de mots convenables, on a utilisé le mot anglais digital ou sa francisation numérique. Mais ce qui est important, c'est de comprendre. Après, on met le mot qu'on veut, on s'en fout. On n'est pas des académiciens. Mais le but, c'est de se comprendre. Alors moi, j'observe que beaucoup de gens ne comprennent pas la différence entre le numérique et l'informatique pour une bonne et simple raison, c'est qu'il n'y en a pas. Et dès lors qu'on a compris ça, c'est vachement intéressant. Alors c'est pour ça que
faut bien comprendre que le point d'évolution actuel, à 2019, de la société numérique, ça a commencé en 1945, avec le modèle de von Neumann. Et les premiers informaticiens qui ont inventé l'informatique ont fabriqué un modèle parfaitement pertinent encore aujourd'hui, et pour encore de longues années. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une accumulation d'intelligence collective autour du développement de l'informatique, qui fait par exemple que l'intelligence artificielle, on va faire un petit test, le concept est apparu en quelle année, l'intelligence artificielle? Les années 70. 50, 55. 55. La première convention, d'ailleurs de toute cette équipe, Herbert Simon, tous les gens qui ont formé l'informatique, qui s'est tenue à Dartmouth, date de 1955. Les concepts de l'intelligence artificielle, c'est cette époque. Et depuis, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a ce qu'on appelle des hivers, où on n'en parle plus parce que ça ne marche pas. Puis il y a un moment où on trouve un truc techno qui va permettre que ça marche un peu mieux, donc c'est reparti. Puis après, ça se recasse la gueule parce qu'on se rend compte que l'intelligence artificielle, c'est toute une série de disciplines extraordinairement compliquées. Et que l'état de maturité de l'intelligence artificielle est très différencié selon les techniques, selon que l'on fait de la reconnaissance de forme, de la reconnaissance d'images, de voix, la gestion du son, etc. Toute une série de sous-techniques de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, quand on regarde, et on parlait de l'histoire du CES, le CES a été créé en 72, il était purement électronique, télé, radio, etc. Et on y voyait des tourne-disques et des téléviseurs. Mais aujourd'hui, le tourne-disque et le téléviseur, il a muté. Et on ne traite plus maintenant le contenant, un disque micro-sillon ou un CD, mais on traite le contenu. C'est-à-dire la somme de 0 et de 1 qui forment une musique. Et la mutation de la société entre hier et aujourd'hui, c'est une dématérialisation de la plupart des supports que l'on a utilisés. Que ces supports soient du papier, du papier photographique, de la diapositive ou un micro-sillon. Mais une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Puisque le modèle, toujours le même, je capte de l'information avec des capteurs, hein, je vais la traiter dans des processeurs, la mémoriser dans de la mémoire et la restituer sous forme d'interface. Ce qui est en train de se produire par rapport au modèle historique de l'informatique, c'est qu'on faisait ça, mais à toute petite échelle. Et on ne faisait pas ça en temps réel. Ce qui fait qu'on avait, jusqu'à l'avènement du web en 1995, on avait au fond assez peu d'informations. Et tout ça coûtait horriblement cher, ça prenait du temps, etc. On avait ce qu'on appelait le batch, c'est-à-dire qu'à 19h, on coupait le service informatique, on faisait tourner les machines la nuit qui se remettaient à jour, et hop, à 7h du matin, on redémarrait. Puis des fois, on se plantait. À 7h du matin, il n'y avait pas de service informatique parce qu'on avait raté le batch. Et moi, j'ai connu ça encore quand j'étais DSI de Renault. Alors, ce qui est en train de se produire, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, parce que c'est le cœur profond du réacteur numérique. Vous avez une couche physique. Et dans cette couche physique, il y a plein de trucs. Il y a des bagnoles, il y a des moteurs, il y a de la lumière, il y a de la température. Et tout ce qui est physique, on sait le mesurer. On va mettre un capteur. Ce capteur, il va mesurer une vitesse, une pression, une accélération, une température, ou le passage dans un péage, ou le fait qu'on s'est acquitté du paiement d'une somme avec un acte quelconque. Ça, c'est un captage, passage du physique au virtuel. Et donc, on va rentrer dans toute une série de mécanismes où on va prendre toutes ces informations physiques et on va les balancer dans un monde numérique
qui va traiter, capter, restituer toutes ces informations. La beauté de la chose, c'est que comme on a des informations de plus en plus complexes, de plus en plus riches, eh bien, on va les prendre, on va les modéliser, on va fabriquer des représentations virtuelles qu'on appelle le jumeau numérique, et on va être capable de fabriquer virtuellement une chaîne de montage de bagnole, un rayon de supermarché ou une salle d'opération d'un hôpital. Et on va dire, mais comment ça marche ce truc? Parce que jusqu'alors, on marche par l'intuition, l'expérience, essais-erreurs. Alors que maintenant, avec le jumeau numérique, on va être capable de comprendre. Puisque on va rejouer. Et on a vu par exemple dans le stand de Dassault Systèmes un cœur en 3D qui a exactement les propriétés physiques du cœur et sur lequel les chirurgiens peuvent s'entraîner pour faire des opérations, regarder comment ça réagit, comment ça fonctionne. On peut le faire sur un cœur, on peut le faire sur une machine, une ligne de montage, on peut le faire sur une voiture, on peut le faire sur le contrôle aérien. Il vaut mieux d'ailleurs réviser sur des modèles qu'en vrai. Hein. Ou comme le cœur, c'est pareil. Hein. Le mec qui va passer du bistouri dans le cœur virtuel, ça va. Si ça gicle partout, c'est pas trop grave. Mais en vrai, c'est un peu plus ennuyeux. Et vous voyez qu'il n'y a pas de limite. Quand on parle de ville intelligente, qu'est-ce que c'est une ville intelligente? C'est des réseaux, c'est des flux, c'est des immeubles, c'est des gens, et on est capable d'agréger tout ça dans un modèle unificateur. Alors, la société du XXIe siècle, c'est ça. C'est qu'on va installer des capteurs partout, on va tout capter, tout mesurer, pour prendre des décisions, parce qu'au fond, une information, ça ne sert qu'à ça, prendre des décisions. Et on va le faire beaucoup plus vite, beaucoup mieux qu'on n'a jamais pu le faire, parce que on a des processeurs plus puissants, on a des réseaux, on va avoir la 5G, on a beaucoup plus de capacités techniques pour le faire. Donc vous comprenez bien que la société numérique, c'est d'abord et avant tout une affaire de technique. Dans ces techniques, il n'y en a pas 50. Il y a toute la gestion des points d'accès. Alors dans le temps, on parlait de postes de travail. Alors il y a encore des clients qui nous disent « Ah voilà, on voudrait que vous nous aidiez à définir notre stratégie poste de travail. » Mais du coup, ça ne veut rien dire. Le poste de travail, c'est n'importe quoi. C'est un clavier écran, c'est de la vidéo intelligente, c'est un écran de bagnole, c'est du lidar qui va capter de l'information, c'est tout. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'on était resté encore bloqué sur la notion de clavier, écran, qui était le modèle numéro 1 de l'informatique classique. Et je suis sûr que vous travaillez encore avec des clients qui sont là-dedans. On a introduit un peu le smartphone. J'ai encore des clients qui nous posent comme question, est-ce qu'il faut équiper tout le monde de smartphones? Je ne les étrangle pas avant qu'ils m'aient payé. Parce que ça serait une mauvaise politique. Mais franchement, c'est absolument ahurissant qu'on pose ce genre de questions. Alors même, et l'exemple que j'ai tout à fait spectaculaire, c'est l'exemple de la Poste. La Poste, dans sa grande mutation, a compris que le jour où il n'y aurait plus de poids dans la sacoche du postier, ben, il faut qu'il ait de l'information. Et on lui a donné un smartphone qui s'appelle Factéo et qui permet aujourd'hui à tous les postiers de France et de Navarre de vous proposer des services et de gérer des services. Donc, c'est ça l'essence même de cette transformation. Donc, on a besoin de gérer des points d'accès multiples. La commande vocale, alors on en a vu partout au CES, hein, avec la bagarre entre Amazon et Google. Pour une fois, c'est Amazon qui gagne là-dessus. 70% des parts de marché par rapport à Google. Mais Google se bat et ils ont des moyens. Et en même temps, la commande vocale, elle va générer beaucoup d'adoption de nouveaux services, mais aussi gérer de nouveaux irritants.
Parce que vous imaginez que tout le monde ait envie de discuter avec Alexa dans la maison, ça va vite être la cacophonie. Donc, il y a en permanence, quand on parle d'innovation, une logique homéostatique. C'est-à-dire qu'il va y avoir une poussée de l'innovation, et puis il va y avoir une remontée de l'usage, et puis à un moment, l'usage va dire « Oh là, l'innovation, là, ça va, on se calme », et on va revenir sur des choses plus raisonnables. Et c'est cette dynamique que nous, on observe à travers les différents CES pour aider les gens à ne pas se tromper dans leurs décisions. L'intelligence artificielle, un buzz énorme. Tout le monde avait mis intelligence artificielle sur son stand. Une réalité beaucoup plus modeste. Beaucoup plus modeste. Parce que c'est vachement compliqué, l'intelligence artificielle. Et quelque part, dans un petit coin des stands du CES, j'ai trouvé Baidu. Vous connaissez Baidu ? Baidu est la plus grande boîte techno du monde. Baidu, c'est chinois. Baidu s'est développé un peu comme Google, mais est devenu encore plus techno que Google, puisqu'ils ont développé vraiment une expertise complète sur les architectures complexes, et ils ont développé en particulier pour la voiture autonome une architecture qui s'appelle Apollo, dans sa version 3.5, qui est absolument de toute beauté, parce que c'est de l'open source. Et les Chinois sont les champions du monde de l'open source. On avait vu Alibaba l'année dernière et discuté techno avec eux. Et il est absolument évident que, en termes de compréhension de ce qu'est la technologie, les Chinois, aujourd'hui, sont bien meilleurs que les Américains, parce qu'ils sont des fanatiques d'architecture, et ça fait vraiment partie de leur culture, sémantique, hein. C'est des gens qui, depuis tout petit, visualisent des images. Donc, ils ont besoin de comprendre l'architecture et sont des grands champions de l'open source. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir que pour faire de l'intelligence artificielle, il faut une sérieuse architecture des données. C'est condition préalable. Faute de quoi, vous ne faites rien, vous bricolez, vous faites semblant. Les logiciels, dans une boîte informatique, on ne peut pas tenir un discours plus positif. Fabriquer les logiciels, c'est le métier de l'avenir. C'est le seul métier de l'avenir. Parce que tous les métiers vont utiliser des logiciels. Que ce soit mon patron de restaurant, mon coiffeur, le pizzaiola de mon quartier, ou le conducteur d'autobus de la RATP. On va utiliser partout du logiciel. Et on en voudra plus, mieux, plus ergonomique, plus efficace, plus utile, plus sympa. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Donc le logiciel aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le cloud. Il n'y a pas d'avenir en dehors du cloud computing. Tout le reste est du cloud public. On invente des trucs à mort moelleux, l'hybride, etc. Tout ça, c'est pour faire plaisir aux gens. Mais la réalité, c'est que le cloud public est la seule et unique solution, comme les centrales nucléaires. Hein. Il n'y a pas une centrale nucléaire privée dans le fond de mon jardin, ou partagée avec mon voisin, etc. Non, non. C'est vraiment industriel. Deuxième élément, l'open source. Une totale stratégie open source. Et il faut se débarrasser des logiciels propriétaires. Et vite. Ça, c'est un sujet absolument majeur de stratégie. On était avec des DSI qui sont tous maqués à fond avec SAP, Oracle et compagnie, depuis des années. Hein. C'est de la corruption passive. Moi, j'ai vécu ça en tant que CIO, hein. Mais la manière dont les méthodes de vente des éditeurs de logiciels est tellement excédente que le SIGREF a fait un rapport là, en fin d'année 2018 en disant on arrête. C'est plus possible de travailler avec les éditeurs propriétaires. Donc, il faut trouver des alternatives à tout. Et bon, c'est pour ça d'ailleurs que Microsoft et IBM ont acheté Red Hat et GitHub, parce qu'ils ont bien compris la menace. Et enfin, la blockchain. Alors, c'est pareil. Il ne faut pas se gargariser avec les mots à la mode. Oui, la blockchain, d'accord. Mais est-ce que ça va être la révolution du 21e siècle ? J'en sais rien.
on va pouvoir faire des choses sympas, probablement. Walmart a présenté avec IBM une solution blockchain sur la traçabilité alimentaire. OK, faut regarder. Mais nous, ce qu'on recommande, que ce soit pour la blockchain ou l'intelligence artificielle, c'est d'en faire, hein, de tripoter le machin, de regarder et de voir ce que ça apporte. Et si ça n'apporte rien, on jette. Le gros truc de cette année, c'est vrai, c'était la 5G. 5G partout, partout, partout. 5G sur toute la chaîne de valeur. Alors vous voyez Samsung présenter toutes les bornes, tous les outils, les nœuds de communication 5G. Donc c'est prêt. Donc la 5G, techniquement, ça va commencer à se déployer à partir de la fin 2019. Accélération partout dans le monde en 2020, sauf en France, où il faut que ça monte au cerveau. Or, comme le cerveau des dirigeants n'est pas du tout câblé numérique, pour des raisons qui m'échappent, moi j'ai quelques pistes. Je pense qu'ils ont tous un mauvais souvenir de leur cours de Fortran à Polytechnique, ou de leur absence de cours d'informatique à l'ENA. Du coup, il n'y a pas de culture scientifique. Je rappelle pour l'anecdote que la Chine est depuis 40 ans dirigée par des ingénieurs et des gens qui connaissent leur sujet, ce qui est quand même intéressant. Donc la 5G, voilà. Donc la 5G, je ne vais pas vous faire un cours sur la 5G. Retenez quand même que c'est un truc méga disrupteur. C'est pas de la 4G. C'est un truc qui va faire péter tous les modèles. Et ça, c'est sympa. Ça va être rock'n'roll. Et vraiment la 5G. Alors on ne sait pas comment ça va marcher. On sait que ça a des performances incroyables, mais on ne sait pas comment le marché va s'adapter. Nous, on pense que la Chine, la Corée, enfin les pays normaux, hein, modernes, vont l'adopter extrêmement vite, le Japon, les pays scandinaves. Donc 2021-2022, donc on va avoir plein de business models très nouveaux. Et puis après, il va y avoir un rapport en 2023 en France en disant pourquoi la France est en retard sur la 5G. Je vous l'écris tout de suite, le rapport. Hein. Et on va faire une commission. Et le président de la République va dire il faut que la France rattrape son retard sur la 5G. Cette scène, je l'ai déjà connue 20 fois et elle me fait pleurer. Et pas rire, parce qu'on se rend compte que sur ces sujets-là, on est largué. C'est pour ça que moi, je suis content qu'il y ait des startups à Las Vegas, mais j'en veux pas à Las Vegas. Moi, je les veux partout, dans les entreprises, dans les ministères, partout. C'est là où il faut qu'on fasse la révolution, pas à Las Vegas. Parce qu'effectivement, Las Vegas est devenu une espèce de lieu sympa. On rencontre plein de mecs sympas. Moi, j'avais discuté à l'attente des bagages avec un gars qui s'appelait Emmanuel Macron, hein, il y a 3 ans de ça. On en parle actuellement. Là. Il fera quelque chose, ce petit jeune. Et on avait discuté numérique et il n'était pas trop mal cortiqué du bulbe. Et ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais il ne faut pas faire ça à Las Vegas. Faire ça tous les samedis dans les ronds-points. Il faut faire des cours de numérique. Et il faut faire du Python. C'est ça dont on a besoin. Hein, c'est ça la révolution. Et puis, ce marché global, je vous dis, vous voyez, Qualcomm aujourd'hui est le leader de la tête et des épaules là-dessus, et ça va avancer. Alors, pour ne pas trop prendre de temps, et je vais être elliptique sur cette partie-là, mais retenez rapidement que toute la chaîne de valeur industrielle est complètement revue. Alors ça, c'est un dessin très passionnant proposé par Dassault Systèmes, qui montre bien que tout produit industriel aujourd'hui va avoir une vie numérique. De la conception. Hein, de la conception. Parce qu'on faisait de la conception en silo pendant très longtemps. Moi, j'étais dans l'industrie automobile, j'étais DSI de Renault. Hein. Les mecs du design, ils ne parlaient pas tout de suite aux mecs de l'ingénierie. Ils disaient, oh là là, laisse-moi réfléchir.
Après, je te dirai ce dont j'ai besoin. Alors que si on met des boucles de rétroaction dès le design, ben, on fera moins de conneries. On ira plus vite. On mettra tout le monde sur le pont au bon moment. C'est pour ça que le social hub, qui est à la base de toute création collective, s'applique à tous les métiers. J'aimerais qu'on fasse ça en salle d'opération dans les hôpitaux. J'aimerais qu'on fasse ça partout. Se parler sur le design des solutions. C'est ça, la révolution numérique. Et les pays qui l'ont compris vont prendre des années-lumière d'avance. Parce que c'est pas jouer avec son smartphone, hein, la révolution numérique. C'est un petit côté du truc, mais c'est vraiment penser différemment. Alors, ça, c'est sympa. On a été reçus par Dassault Systèmes. On a beaucoup discuté avec eux et ils sont effectivement très, très dynamiques. Alors, produire en numérique, c'est produire avec des robots. Bonne nouvelle, la France a 131 robots pour 10 000 salariés, la Corée, 700. La Corée a un taux de chômage de 2%, la France, 9%. Cherchez l'erreur. C'est ça qu'il faut aussi palper. L'investissement industriel passe par les logiciels et les robots. Et c'est ce qui crée les emplois. C'est contre-intuitif par rapport à notre culture française. C'est ça qu'il faut faire bouger. Moi, j'ai beaucoup de difficultés, par exemple, avec mes clients DSI, pour leur dire, vous faites de la robotisation de vos processus. Ah oui, mais on a des emplois. Mais vous allez leur faire des boulots intéressants. Qu'ils arrêtent de faire du helpdesk à la con. Même au Sénégal. C'est quand même un boulot à un con. Et qu'on utilise des robots, de l'intelligence artificielle pour résoudre les problèmes. Et ça, c'est de la robotique. Deuxième sujet, c'est une logistique automatisée. Alors ça, c'est vachement intéressant. Regardez ce distributeur. C'est Baidu qui a conçu ça. Et bien Baidu dit, moi j'envoie un distributeur de boissons là où il y a du monde. Pas con. Chinois copient. Alors j'entends ça tout le temps. Ah mais Chinois, tu rases avec les Chinois, ils copient, ils n'ont pas de créativité, etc. C'est ça. Fume. C'est du belge. Et donc, et puis alors, il y a des choses sympas aussi, parce qu'il ne faut pas croire qu'on va foutre des robots partout. On va foutre des vélos. Parce que la logistique du dernier kilomètre, elle va se faire en vélo, à assistance électrique. Parce que c'est soft, ça pénètre bien dans les centres-villes, ça ne fait pas de bruit. Donc, c'est pas parce qu'on a un marteau que tous les problèmes ont des têtes de clous. Le numérique, c'est bien, mais il faut d'abord réfléchir aux problèmes. Et c'est parce qu'on ne réfléchit pas assez aux problèmes qu'on se précipite sur la solution et qu'on se plante. Alors, vite. Premier élément, l'efficience. Deuxième élément, l'expérience. De quoi on a besoin ? On a besoin de fun. Tout le monde a envie d'avoir du plaisir. Donc on est passé effectivement de la 4K à la 8K. On va avoir un habitat qui va être vraiment repensé. Et ça, c'était intéressant parce que, vous savez, l'habitat est très conservateur. Parce que c'est rigide, c'est difficile à faire évoluer. On a des pièces étroites, un éclairage médiocre, très peu automatisé, etc. Et l'autre jour, je faisais la même conférence chez ICAD, qui est un promoteur immobilier. Et j'aurais dit, les gars, c'est super sympa, il faut complètement que vous changiez de boulot. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ouais, vous êtes sûr ? Oui, je suis sûr. Alors la bonne nouvelle, c'est que 48 heures plus tard, je recevais un coup de fil en disant, tu les as bien remués et le directeur général voudrait que tu fasses un topo aux 4 dirigeants. C'est sympa. Parce qu'au lieu de dire, oh mon Dieu, j'ai peur, il vaut mieux essayer d'aborder les problèmes. Alors ça, c'est le truc sympa, c'est les téléviseurs qui, c'est téléviseurs qui se rembobinent dans le coffre. Ce qui veut dire, ça c'est bien, c'est que les écrans OLED peuvent se replier, donc vous pouvez en mettre partout. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. On trimballe un chariot, il y a un écran OLED dedans, c'est super léger, on l'installe où on en a besoin. Ça peut se faire à domicile, etc. Au lieu d'avoir ce téléviseur qui trône dans le salon, on le met là où on en a besoin. Donc tout ça va évoluer très très vite dans l'habitat.
La santé et le bien-être, bon, ça va de soi, hein. Ça rejoint la problématique d'ensemble. Je mesure, je diagnostique et j'interviens. Au bon moment, à bon escient, avec les bons professionnels de santé qui vont prendre la bonne décision. Ça, c'est une évidence. Les émotions, eh ben, évidemment, on a l'impression, et moi j'entends souvent ça, ah oui, mais le monde numérique est désincarné, il est froid, etc. Pas du tout. Le monde numérique, il peut être ultra cool. Et c'est ce qu'il faut qu'on imagine avec toute une série de gamifications, ce que vous faites, pour trouver des réponses ludiques à des problèmes complexes et que jusqu'alors on ne savait pas traiter autrement. Mobilité, enfin rapidement, les mobilités douces, c'est pas le grand délire de la voiture autonome qui fait rêver tout le monde et qui est très loin de la maturité, mais les mobilités douces, c'est d'inventer un casque qui appelle automatiquement les secours quand on tombe. C'est ça, l'intelligence sociale. C'est pas simplement appliquer de la tech n'importe où parce qu'on sait le faire et qu'on a le pognon pour le faire, mais c'est de résoudre les problèmes sociaux. Et qu'est-ce qu'on veut ? On veut de l'attention, on veut du soin, on veut de la socialisation, on veut de l'intelligence collective. Et c'est ça qu'il faut qu'on imagine. Si notre monde devient trop sec, trop froid, avec trop de techniques, on aura beaucoup plus de conflictualité. Et ça, on ne sait pas résoudre ça. Alors, la mobilité, c'est la rencontre du numérique et de l'électromobilité, des voitures électriques. Donc c'est un immense chantier. Hein. C'est un chantier colossal qui va prendre 30 ans. Aujourd'hui, il y a à peu près 2% de voitures électriques sur le marché mondial de 90 millions de voitures. C'est que dalle. On pense que d'ici 2030, on va monter à 25% du flux, ce qui est quand même important, puisque ça fera en gros une vingtaine de millions de voitures électriques par an, ce qui est mieux. Mais avant d'être majoritaire dans le stock, ça va prendre beaucoup de temps. Ce qui fait que la voiture autonome n'est absolument pas une réponse aux problèmes de mobilité, ni aux problèmes de sécurité routière. Et la mobilité, elle va être multimodale. On aura des bouts en trottinette, en vélo. On prendra de la navette automatique pour traverser le pont et aller prendre le métro en face. Il y aura des navettes automatiques. Ça ne coûte rien. On sait les faire, on sait les dimensionner, on sait même les faire en France, puisqu'on a une boîte à Lyon qui fait ça, qui s'appelle Navia. Et on va réimaginer le transport. Le but de tout ça, c'est évidemment le bien-être individuel, mais c'est le bien-être collectif. C'est une ville apaisée. C'est une ville intelligente qui va anticiper, gérer ses problèmes. Problèmes de réchauffement climatique, problèmes de criminalité, problèmes de tension sociale, par une prise en compte des besoins des différents groupes sociaux et une gestion proactive des problèmes. Ça coûte beaucoup moins cher d'anticiper la résolution des problèmes que de traiter douloureusement, ex post, les problèmes. Donc, où va-t-on ? Vers un monde où il y aura plus de traitement numérique de l'information, c'est clair. Plus de puissance de calcul et plus de réseaux, avec l'hypothèse de l'informatique quantique, là encore, qui est loin d'être mûre. On peut encore continuer longtemps à travailler sur du processeur classique. Mais des interrogations. L'interrogation qu'on a vue cette année, très forte, c'est la protection des données individuelles. Est-ce qu'on est en train de fabriquer un enfer numérique pour notre bien-être ? Ou est-ce qu'on peut imaginer une société où on aura les bénéfices de la société numérique et du bien-être collectif, mais aussi la protection de la liberté individuelle ? Ça, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. Qu'on a commencé en Europe, heureusement, à traiter avec le GPDR. Et le GPDR a fait des petits, puisque la Californie a adopté une réglementation similaire, qui va être mise en œuvre à partir de janvier 2020, et qui fait réfléchir énormément les Américains, qui, l'année dernière, nous disaient, avec GPDR, vous vous trompez complètement, c'est un truc à con. Et là, ils se disent, oh là, c'est peut-être intéressant. Alors, si vous avez envie de lire un bouquin un peu flippant, mais qui explique comment Google gagne énormément d'argent, il faut lire The Age of Surveillance Capitalism, qui est un bouquin extrêmement passionnant, qui explique vraiment ce modèle de la captation de l'information numérique,
qui est un modèle aujourd'hui qui n'est pas contrebalancé par la réglementation. Et il va donc y avoir un combat politique. Pour ça, GPDR et l'Union européenne sont des moteurs de cette transformation. Enfin, pour conclure, et je pense qu'il faut vraiment, vous qui êtes des professionnels, traiter ça avec beaucoup de sérieux, c'est la cybersécurité. Rien ne doit se faire ou s'imaginer en numérique sans cybersécurité. C'est une discipline à part entière, c'est une part importante de tout projet, de tout budget. C'est une réflexion d'anticipation stratégique qui doit intervenir à la fois sur les technos mais aussi sur les comportements pour comprendre d'où viennent les brèches de sécurité. Et ça, c'est extrêmement riche. Et on a eu dans les conférences pas mal de choses là-dessus. Voilà. On a le temps pour une question ? Quelques questions. Ouais, très bien. Merci.